Bonjour à tous, je m'appelle Benedetto du service culturel de l'ambassade d'Italie. Je représente l'UNIC. L'UNIC est une association des instituts nationaux de culture de l'Union européenne. Il y a comme mission la promotion et le soutien de la culture dans les relations internationales. C'est moi qui ai le plaisir de vous présenter les lettres d'Europe au Salon du livre de l'Ottawa, car actuellement l'Italie a la présidence du regroupement unique à Ottawa. Cette année, l'UNIC participe au Salon du livre de l'Ottawa et présente six auteurs importants qui représentent six pays de l'Union européenne, leurs rois et leur culture. Je veux remercier ici Mélanie Rives, qui est la directrice générale, pour son accueil chaleureux. Donc, nous aurons le plaisir de faire la connaissance de Lucie Frick de l'Allemagne, Elena Menzler de l'Autriche, Mathilde Lay de la Belgique, Hubert Dada de la France, Christophe Marco-Giannakis de la Grèce et Liana Cusmano de l'Italie. J'espère que cette première collaboration avec Slow puisse continuer dans les éditions futures et que nous puissions tous bientôt retourner en personne dans nos bibliothèques et librairies préférées et partager à nouveau les plaisirs et les réconforts de la bonne lecture et de la bonne compagnie. Merci et bon salon du livre. Γεια σας. Είμαι ο Χρήστος Μαρκογιαννάκης, σας μιλάω από το Παρίσι και είμαι εδώ για το Φεστιβάλ Βιβλίου Τελουταουέ για να μιλήσω για το έργο μου. Guten Tag, mein Name ist Elena Messner. Ich sitze derzeit in Wien und freue mich aufs Gespräch. Buongiorno, mi chiamo Liana Cusmano, j'utilise des pronoms neutres, IL, Y, et je suis poète, cinéaste, écrivain et artiste de spoken word d'origine italo-canadienne. Oui, alors je m'appelle Mathilde Allais, je suis une autrice franco-belge, j'ai les deux nationalités, et je suis romancière, j'ai publié à ce jour 3 romans. Je suis né en Afrique du Nord, d'un père tunisien, tailleur de pierre, et d'une mère algérienne. J'ai commencé à écrire adolescent, la poésie. Et au fond, il y a pas des démarches d'écriture, il y a la poésie qui surgit. Et dans sa grave gratuité. Et puis, il se trouve, pour des raisons circonstancielles liées à ce qu'on a pu vivre, enfant, adolescent, eh bien, qu'il n'y a pas d'autre issue. Hallo, bonjour. Ja, mein Name ist Lucy Fricke und ich schreibe also eigentlich bei jedem Roman so, dass ich zuerst das Thema habe. Also sehr allgemein. Beim Roman Töchter war das Thema Frauen um die 40. Und dann fange ich an, so Karten an die Wand zu hängen. Ich habe eine ganz große Arbeitswand, die ist so 1 Meter breit und 4 Meter lang. Und dann schreibe ich da mit Kreide drauf und dann hänge ich Karteikarten an die Wand und dann kommt so im Prinzip so alle Aspekte, die ich gern in dem Roman mit drin hätte. Und dann habe ich das und erst dann fange ich an, mir die Geschichte auszudenken. Und wenn ich das alles habe, dann fange ich an zu schreiben und dann wird wieder alles anders. Ich bin Isabelle Libert, ich bin Literaturübersetzerin und übersetze das Buch von Lucy Fricke, Töchter. Das erscheint dann bei Le Catanier in Montréal im September 2021. Donc, un thème que j'explore beaucoup dans mes poésies, c'est en fait cette peur, cette terreur, cette impression de ne pas être à sa place ou de ne pas être en sécurité, qui en fait est souvent autogénérée, parce que souvent, après un coming out, on se rend compte que oui, en fait, des fois, on n'est pas en sécurité, mais pour la plupart, on a réussi à s'entourer de personnes qui vont nous accepter puis qui vont nous aimer. Et évidemment,
le compagnon, si on veut, de cette peur, de cette terreur, c'est en fait l'amour qu'on éprouve pour nos amis, pour nos proches, pour nos amants. Et on se rend compte qu'on a passé quand même des périodes difficiles en tant qu'adolescent ou en tant que jeune adulte, mais après, lorsqu'on commence à s'ouvrir un peu, puis à rencontrer de nouvelles personnes ou à sortir un peu de son monde isolé, qu'on rencontre des personnes qui vont nous montrer c'est quoi l'amour, c'est quoi la joie, c'est quoi être accepté, c'est quoi être aimé. Donc, j'essaie d'explorer les deux bords de cette façon-là. Le sentiment d'être vraiment, vraiment seul et le sentiment de faire partie vraiment d'une communauté avec des personnes qui nous aiment. Dans le roman Cet écho infini, il y a deux époques, on peut redire, ou deux périodes. Il y a le début du XXe siècle et le début du XXIe siècle, veut dire notre vie maintenant et l'Autriche du début du XXe siècle. Alors, il y a la Première Guerre mondiale et il y a aujourd'hui. Et ça veut dire il y a 100 ans. Et tous les changements politiques, économiques, géographiques, territoriaux de l'Autriche, ça s'est passé dans ces 100 ans. Dans le roman, j'essaie de faire un lien entre ces deux mondes. Et le lien, c'est le regard d'un musée qui essaye de montrer l'histoire, mais dans une façon très problématique. J'ai déjà dit que le roman essaie d'être une critique institutionnelle. Au centre de ce roman, il y a le musée des militaires de Vienne. Il y a un personnage fictif, c'est la directrice, qui prépare une fête pour le centenaire de Première Guerre mondiale. Il y a sa assistante aussi, une jeune femme qui travaille avec la directrice et qui commence de se demander pourquoi, qui n'est pas d'accord avec ce regard de la directrice. Alors il y a un conflit entre les deux femmes qui discutent et qui se disputent sur ce sujet. Et en même temps, il y a l'époque de Première Guerre mondiale où il y a un personnage de Milan Nemetz, c'est un officier de l'armée habsbourgienne qui est à Belgrade, stationné, parce qu'il est en train d'occuper Belgrade. Je veux dire, on est dans la guerre. Et oui, il y a le cas Milan Nemetz qui provoque le dispute entre la directrice et sa assistante. Et pour mon livre, l'écho, c'était pas juste le titre, c'était pas juste les personnages qui parlent beaucoup sur les échos, c'était aussi la structure du roman, je veux dire la structure formale. Dans quelle façon j'essaye de faire les échos de chapitre à chapitre, de motif à motif, et l'écho, il peut grandir, ou il peut devenir plus petit, ou dans le niveau politique du livre, les échos, c'est les morts. Et ça, c'est une façon de penser, je crois, qui n'est pas complètement typique pour le monde de l'Europe de l'Ouest. On dit bien sûr quelqu'un a un écho, quelque chose a un écho, mais de dire que le mort devient un écho, ça c'est, je crois, un peu rare. C'était ça qui m'a amené aussi au titre et à la fin. Parce que l'écho dans le grand sens, l'écho dans le sens mémoire collective, c'est une chose, mais l'écho petit, l'écho qui se cache dans les petites choses, parce que les morts sont dans la nature, par exemple, ou dans l'eau, ou dans les bâtiments, ils se cachent dans notre monde. Ça, c'est un peu fantastique. Das ist das Buch Töchter. Das ist auch schon mein 4. Roman, tatsächlich. Und da geht es um 2 Frauen, um die 40, 2 Freundinnen, die mit dem todkranken Vater der einen Richtung Schweiz, also Richtung Sterbehilfe fahren. Dort kommen sie nie an. Also sie sind zwar sehr kurz in der Schweiz, aber dann geht es weiter Richtung Italien und es endet auf einer griechischen Insel. Und es ist alles in allem eine ziemlich groteske Reise von diesen 2 Frauen,
die beide mit ihren Vätern zu kämpfen haben. Und es ist, glaube ich, also würde ich sagen, eine Geschichte über erwachsene Frauen und ihre Väter und die Probleme, die man damit hat und auch so ein bisschen die Sehnsucht nach Liebe vielleicht ganz einfach, ja, die einem von den Vätern oft nicht verwehrt wird, aber nie ausgesprochen. Sexy Summer, c'est l'histoire d'une adolescente qui s'appelle Juliette et qui souffre d'une maladie particulière qui est l'électro-hypersensibilité. Donc, ça veut dire qu'elle est en quelque sorte allergique aux ondes, les ondes GSM, etc. Et du coup, à cause de cette maladie, elle doit quitter la ville où elle vit avec ses parents, qui est Bruxelles, en Belgique, et aller s'installer dans un petit village dans les Ardennes belges, petit village qui se trouve en zone blanche, donc où il n'y a pas d'ondes. Et elle arrive là avec ses parents au début d'un été. Et le livre va se passer sur les 2 mois de cet été-là et se concentrer en fait sur son arrivée dans ce contexte très particulier parce qu'elle elle est déracinée. Elle quitte un endroit où elle avait ses repères, ses amis, etc. Et puis elle arrive dans un autre où elle ne connaît personne. Et puis en plus, elle arrive en plein été, ce qui veut dire que a priori, il se passe vraiment rien du tout. Ça l'inquiète beaucoup d'ailleurs quand elle arrive. Et puis finalement, évidemment, en grattant un peu, elle va rencontrer des gens, il va lui arriver des choses. Et elle va notamment rencontrer un garçon qui s'appelle Tom, avec qui elle va avoir une relation assez particulière, dont elle peine à trouver le nom. Et puis faire d'autres types de rencontres, parfois violentes. Dans la découverte qu'elle fait de ce nouveau lieu de vie, de ce village, c'est que elle fait une expérience très contrastée. Comme adolescente, elle ressent les choses de manière très exacerbée, tout. Et donc, les choses dures lui sont particulièrement insupportables, les choses belles lui sont... la touchent de manière très forte aussi. Et je voulais montrer ces contrastes dans ce qu'elle ressent et dans ce qui lui arrive aussi. Donc voilà, on est sur quelque chose de l'ordre des montagnes russes, un peu entre la grande douceur et la grande violence. C'était ça que j'avais en tête, en fait, en écrivant son été. Et en même temps, c'est aussi, et on l'a dit, un été où il y a de l'ennui. Donc, on n'est pas dans quelque chose d'une action permanente. Mais lorsqu'action il y a, elle est... ouais, elle peut toucher à la violence. Et c'était aussi dire qu'elle quittait une forme de violence puisque la maladie lui fait violence et c'est pour cette raison qu'elle quitte la ville. Et pour autant, le paysage a priori calme et gentillet où elle débarque dans la campagne n'est pas du tout exempt de violence. En fait, rien n'est exempt de violence, que ce soit l'adolescence ou l'âge adulte, que ce soit la ville ou la campagne. Et c'est pas qu'on peut pas y échapper, c'est pas qu'il n'y a rien à faire ou qu'il n'y a que ça, mais cette violence, elle est présente, ouais. En fait, moi, ce que j'ai voulu dépeindre, c'est vraiment un été adolescent, c'est la photographie d'un été adolescent avec tous les excès qu'il peut y avoir à cet âge-là et à la fois des moments de grande douceur, de grande beauté et puis aussi de grande violence. Voilà, c'est tout ça qu'on va retrouver en tension dans l'espace de ce livre. Mon livre le plus récent, traduit du grec en français, c'est Mourir en scène, chez Albin Michel. Ça se passe en Grèce. C'est le deuxième de la série de mon personnage récurrent qui est un policier des 35 ans de la police grecque, un capitaine de la police grecque qui s'appelle Christoforos Markou. Et c'est autour du monde des showbiz grecs. Il y a la plus grande chanteuse grecque, Neni Vanda, qui est victime de quelques menaces. Après 40 ans de carrière, il y a des menaces, il y a des petits accidents un peu bizarres, presque mortels. Donc, elle décide de donner son concert d'adieu et vivre sa vie comme une femme normale, loin de lumière, de notoriété.
Donc, lors de son concert d'adieu sur la rivière athénienne, elle est tuée devant son public et un live sur la télé. Et Christoforos Markou, qui était là pour la protéger, prend cet échec très personnellement et il cherche à trouver qui a tué la plus grande diva grecque lors de son concert d'adieu. Donc, j'ai pris une trentaine d'œuvres qui se trouvent dans les deux musées parisiens, les Louvre et l'Orsay, qui représentent des meurtres mythologiques, bibliques ou historiques. Et avec les lecteurs, on fait une enquête. On se pose devant le tableau, devant la sculpture ou l'objet d'art, et on se pose les questions d'un commissaire de la police. On cherche qui est le tueur, qui est la victime, l'air mobile, l'air alibi, comme si c'était une vraie enquête policière. Donc, les livres sont illustrés, ils ont des photos, et on regarde et on cherche des petits indices. C'est vraiment un Cluedo. On joue un Cluedo dans les deux musées, les Louvre et l'Orsay. Et parfois, on apprend des choses vraiment surprenantes. Moi, je fais une longue recherche. Il faut dire que cette recherche faisait partie de mon doctorat en criminologie, que je n'ai jamais fini parce que j'ai trouvé une autre façon d'exprimer les choses que je voulais dire. Donc, Un monstre et un chaos. Je parle du ghetto de Łódź en Pologne, et qui est très singulier, et d'un personnage. La question effroyable du pouvoir, un personnage qui s'appelle Chaim Rungowski, qui était le doyen de ce ghetto. Et ce roman, c'était vraiment un retour pour interroger. C'est la pire abomination que l'humanité ait vécue depuis des siècles. Et cependant, c'est un roman. Ce n'est pas un essai, c'est un roman. J'avais ce titre depuis des dizaines d'années. Et ce n'était pas temps encore, ce n'était pas l'heure. Il a fallu attendre longtemps pour que tout d'un coup ça s'impose. Et ça s'impose dans un moment où j'interrogeais cela, avec le souvenir d'un oncle qui, à 20 ans, a disparu. Il était pas engagé, mais il a dû partir depuis l'Algérie. Il a dû partir du côté de ma mère. Il a dû partir au front. Et il s'est volatilisé. Il était très délicat. Il écrivait de très jolies lettres. Et il s'est volatilisé. On n'a plus jamais eu le moindre retour. Le personnage principal, le héros, c'est un enfant, un monstre à chaos. Un enfant qui a voit son jumeau massacré et qui court et qui se retrouve au ghetto de Łódź et qui va devenir l'assistant d'un marionnettiste parce qu'il n'y avait que l'art dans les ghettos lorsque la mort était là, lorsque le génocide guettait. La résistance, c'était l'art, c'était la poésie, c'était le chant, c'était la musique. Ce n'est pas un livre qui parle d'un été sexy. Voilà. Le titre est en décalage avec son contenu. Alors, il a une raison d'être, évidemment, voilà, il fait écho à un moment particulier du livre. Mais c'est vrai qu'avec un titre pareil, on pourrait s'attendre, j'imagine, à une bluette, une petite histoire d'amour gentille, voilà. C'est tout ce que n'est pas Sexy Summer, en fait. Donc je suis souvent obligée de préciser ce décalage entre le titre et le contenu parce que j'aime bien l'idée du décalage. J'aime bien que le lecteur ou la lectrice comprenne le titre à un moment précis de sa lecture, mais c'est vrai que ça peut aussi porter à confusion. mon œuvre n'est pas un livre
violent. C'est-à-dire que ce n'est pas un livre qui ne peut pas être lu par tout le monde. Ce n'est pas... Qu'est-ce que ce n'est pas? C'est un exercice très difficile. Donc, je crois que ce que je peux dire, c'est que c'est vraiment, si quelqu'un attend des choses vraiment violentes, c'est pas mon livre. Aussi, il faut dire que les livres, même si ça se passe en Grèce, ce n'est pas un guide touristique. C'est-à-dire que si vous attendez de lire sur les Parthénon, les Souvlaki, Nana Mouskouri ou je ne sais pas quoi, des clichés, si vous voulez, grecs touristiques, ou faire une visite sur les sites archéologiques grecs, ce n'est pas moi. Par contre, c'est une étude psychologique, sociale de mes personnages et comme je vois aussi mon pays, loin des clichés, comme j'ai dit, touristiques, mais avec un fil rouge qui est le meurtre. L'écriture n'est pas une écriture juste basée sur la autoréflexion, par exemple, sur la réflexion sur l'écriture. C'est pas du tout une littérature des littératures ou sur des littératures. C'est pas une littérature juste sur les questions philosophiques, dans le sens autoréférentiel, métaréflexive. C'est aussi pas une littérature qui manque de sujets, dans le sens que le sujet est mon moteur. Et en même temps, ce qu'elle n'est pas, c'est qu'elle n'est pas politisée, dans le sens, elle est toujours politisée. Il y a toujours une question sociale et politique derrière, parce que je ne pense pas à ce qu'on appelle la Sujetlosigkeit en allemand. Une littérature qui existe juste pour elle-même, juste pour expérimenter un peu avec la langue. Par exemple, je ne sais pas avec quelle certitude je pourrais dire que mes écritures ne sont pas nostalgiques ou ne sont pas clichés. C'est une chose, c'est des descriptions que je préférais éviter, mais c'est par exemple, c'est pas à moi nécessairement de décider que mes poésies ne dépendent pas du tout des clichés ou de la nostalgie. Donc, j'ai pas trop de contrôle là-dessus. Par contre, ce ne sont pas des stéréotypes, ne sont pas des expériences ou des descriptions d'expériences isolées ou vraiment uniques nécessairement, parce qu'il y a quand même un fil commun entre beaucoup de personnes queer, beaucoup de personnes membres de la communauté LGBTQ+, et de personnes en cachette qui n'ont pas fait de coming out encore. Je ne prétendrai pas non plus qu'elles sont universelles. Mes écritures n'explorent pas nécessairement d'expériences ou de thèmes qu'on peut décrire comme étant vraiment, vraiment universels, mais elles non plus ne sont pas des descriptions, des expériences vraiment étroites. Alors, c'est un peu entre les deux. Je dirais que mes écritures ne sont pas, comment on dit ça, peu importantes. De dire, l'expression du genre, par exemple, c'est n'importe quoi, puis le genre, c'est tout inventé, donc les sentiments que les personnes peuvent avoir par rapport au genre sont aussi tout inventés, puis c'est pas important, puis ça n'a pas d'impact sur les individus. Qu'on dise, c'est pas... qu'on dise que mes écritures et que les thèmes que j'aborde ne méritent pas d'être pris au sérieux. Ça, je préfère mettre ça dans une catégorie négative puis dire « je préférais rester loin de ça ». Puis qu'on ne dise pas ça par rapport aux œuvres créatives de n'importe quelle personne queer ou non conforme au genre. Si vous voulez, l'inspiration pour ce livre « Mourir en scène » qui parle des showbiz grecs était une combinaison, un mélange d'une chanson des années 80
de ma jeunesse à une chanson pop d'une chanteuse que j'aime beaucoup. C'est une chanteuse grecque qui s'appelle Anna Vissi. Elle est une icône pop, disons la Madonna ou la Céline Dion, si vous voulez, grecque. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas écrire un roman autour d'une star inspirée par cette vraie chanteuse qui est toujours vivante et elle continue à avoir une grande carrière en Grèce, et voir et poser et décrire sur la page comment moi, je vois ce monde comme un spectateur d'extérieur. Donc, j'ai pris cette chanteuse, j'ai inventé des choses, mais aussi je me suis inspiré par des faits réels. Il faut dire que ces romans se passent en Grèce juste après la crise financière et on voit aussi comment cette crise, qui était une crise financière, mais aussi politique, morale, psychologique pour le pays, a influencé pas seulement la façon qu'on vit la vie quotidienne, mais aussi la façon qu'on s'amuse. En fait, ça peut être les deux. C'est-à-dire qu'il peut y avoir l'étincelle au sens de une idée ou une information qui, à un moment donné, m'arrive et fait sens. Ça peut être un mot. Par exemple, pour Sexy Summer, j'avais entendu un reportage un jour dans un journal télévisé sur l'électro-hypersensibilité et la question de ces zones blanches. Et en fait, ce seul terme zone blanche faisait écho pour moi à la page blanche et ça avait un espèce de pouvoir poétique dont j'ai eu envie de me saisir. Donc, c'est une bribe comme ça. C'est dans une journée, il nous arrive une quantité incroyable d'informations. Et pourquoi est-ce qu'il y en a une qui va être retenue comme l'un des thèmes d'un roman? Je ne sais pas le dire. C'est quelque chose d'un peu mystérieux, mais qui relève effectivement de ce que vous nommez l'étincelle. Ich wollte unbedingt ein Buch schreiben über Frauen um die 40. Also damit ging das los und eigentlich wollte ich die ganze Zeit reden lassen. Also so ähnlich, es gibt diese Serie True Detective, die ich sehr schätze. Und da ist diese Kriminalgeschichte eigentlich total unwichtig, sondern die beiden Kommissare, die ganze Zeit im Auto sitzen, das hat mich daran so fasziniert. Und irgendwie wollte ich sowas machen mit Frauen, die reden. Und das ist ja leider dann ein bisschen wenig, beziehungsweise das ist kein Projekt, wo Verlage in Deutschland begeistert in die Hände klatschen und einen Vertrag anbieten. Und so habe ich nach und nach immer weiter an dieser Idee rumgedacht und da eben eines der Themen auch die Eltern sind, also wie sich dieses Verhältnis umkehrt, jetzt in unserem Alter. Ne? Also wir sind 40 oder Mitte 40 und unsere Eltern werden alt, werden quasi zu Kindern, um die wir uns dann kümmern. Dadurch, dass das mit drin war, habe ich das als Thema mit ins Auto geholt. Und das ist dann eben Kurt, der Vater, der auf der Rückbank stirbt. Mehr oder weniger. Ja, so kam es zu dem Buch. Also das war die Grundidee. Ce qu'on appelle dans la Kabbale les étincelles du hasard. C'est comme ça qu'on écrit. C'est comme ça que tout d'un coup, eh bien, il y a la nécessité. C'est lié à votre histoire, à votre histoire, à votre histoire lointaine, proche, ou peut-être très, très, très lointaine. Et il y a comme ça des coïncidences, des faits qui vous... il n'y a pas de programme. Un écrivain, un poète, n'a jamais un programme. La rencontre, c'est Victor Hugo qui disait « La vie n'est qu'une occasion de rencontre ». C'est comme ça qu'on écrit, mais ça n'empêche pas l'engagement. Tous les écrivains et les écrivaines ont une responsabilité de savoir que oui, en effet, ils peuvent changer le monde et que c'est une responsabilité. Des fois, c'est un fardeau de se rendre compte qu'on a un impact et de faire vraiment attention, de faire vraiment attention à ce pouvoir-là. Je pense à les écrivains ou les œuvres qui exploraient des thèmes queer qui ont un impact sur moi, puis qui ont changé mon monde à moi, et de savoir que moi, mes collègues, mes amis,
les écrivains et les poètes que je connais, qu'on a tous la possibilité de changer le monde ou d'avoir un impact de cette façon-là, c'est quelque chose dont on devrait être vraiment conscient. L'identité queer, surtout, c'est pas une chose que j'explore dans un contexte italien en tant que tel, parce que, surtout dans la langue italienne, j'ai pas le vocabulaire, par exemple. C'est sûr que les mots qu'on utilise pour explorer ces thèmes, qui est l'identité queer, je les ai en anglais ou en français, dans un contexte montréalais, dans un contexte canadien. Mais lorsqu'on pense aux valeurs peut-être des fois un peu plus conservatrices des communautés italiennes, ou communautés italo-canadiennes de nos parents ou de nos grands-parents, c'est quelque chose qui est un peu différent. Par contre, avec des écrivains, je pense à la Fédération des écrivains québécois, je pense à l'Association italo-canadienne, l'Association d'écrivains italo-canadienne. C'est sûr que lors de lectures ou de projets ou lorsqu'on recueille des textes pour des anthologies, j'ai eu l'opportunité d'avoir des dialogues avec d'autres écrivains qui étaient straight, qui étaient cisgenres, qui étaient peut-être un peu plus âgés. Puis c'est là aussi qu'il y a eu des dialogues. C'est quoi être queer? C'est quoi des pronoms? Quelles sont nos réalités en tant que jeunes italo-canadiennes ou italo-canadiens qui ont des origines particulières, qui vivent dans un monde qui est complètement différent de celui qu'ont peut-être imaginé nos grands-parents, qui ont une vision de la joie et du plaisir qui aussi sont complètement différents des fois des visions de nos grands-parents. J'essaie d'écrire ou de rechercher sur cette question de moi et nous, wir und ich, dans le sens politique, mais aussi dans le sens psychologique, des groupes ethniques, nationaux, mais aussi des groupes sociaux, question de femmes, hommes, personnes de périphérie, personnes de centre, tout ça. Et la question de vie de nous, elle ne peut pas être résolue, je pense, dans le sens que c'est une question de relation pour les personnages de mon roman, mais aussi je crois que c'est le problème du monde, dans le sens comment est-ce qu'on trouve son identité collective ou individuelle et tout ça. Et Milan Nemetz, il pense toujours qu'il est une vie, il est toujours nous, il est toujours un collectif, il est toujours loyal à un royaume, à un empire qui est très grand, qui est impérial. Là, il y a un grand vieux, mais en même temps, il est le petit ich qui cherche sa légitimation d'exister, qui se demande pourquoi est-ce que je suis ici, comment ça s'est passé que je suis à Belgrade, j'occupe un pays qui n'a rien à faire avec moi, mais en même temps, alors toutes ces questions, ça, c'est de chercher le ich dans le vire, mais cette personnage-là, elle n'est pas capable de le vraiment trouver, le ich. À 18 ans, n'étant issu de nulle secte, de nulle famille, de nulle part, puisque enfant d'immigrés d'Afrique du Nord, Tunisie, Algérie, il n'y avait pas de représentation. Il y avait simplement les livres, Baudelaire, Rimbaud, Lautréamont, Soudain. Il n'y avait pas de représentation sociale. Et c'était ça qui comptait. Et avec quelques autres adolescents qui, pareillement bouleversés par ce qui était possible. Et j'ai fondé une première revue. Et ça s'est poursuivi par une autre revue qui s'appelle Le Point d'être. Le Point d'être. Nous sommes tous sur le point d'être, peut-être en envisageant le point de l'être. Et là, nous avons rencontré des passants comme ça, qui avaient fait œuvre, et qu'on a un peu oublié parfois, d'autres noms sont restés en mémoire. Même la société intellectuelle a besoin de codes, et sinon, les gens ont peur. Ils ont peur de tout. Les gens ont peur. C'est ça le grand problème.
Ja, also dass es jetzt in so vielen Sprachen erscheint, ist auf jeden Fall spannend. Also es ist bisher erschienen in Englisch, Spanisch, Tschechisch und Finnisch. Und jetzt kommen eben noch Französisch, Italienisch, Griechisch und Litauisch. Und ich habe vor allem also mit Isabel und mit der argentinischen Übersetzerin Marie und der englischen Übersetzerin Sinead Kontakt, weil es da auch so ein Projekt gab von diesem Toledo-Programm. Also die drei Übersetzerinnen haben ein gemeinsames Arbeitsjournal erstellt und dadurch haben wir recht viel zusammengearbeitet und es gab sehr viel Kommunikation und Austausch und Fragen und Antworten und ich habe unglaublich viel gelernt dabei. Also das werde ich auch, also wird auch, glaube ich, mein Schreiben schon prägen jetzt auch für die nächste Zeit. Das heißt prägen, aber es ist auf jeden Fall lehrreich, so viel mit Übersetzerinnen zu tun zu haben. Und ansonsten, also es ist wirklich unterschiedlich. Es gibt auch andere Übersetzerinnen, mit denen hatte ich überhaupt gar keinen Kontakt. Manchmal gab es dann nur eine Frage oder so. Ist der griechische Übersetzer, ist ein Freund von mir, den kenne ich schon sehr lang. Also da gibt es natürlich auch Kontakt. Aber es scheint mir nicht so zu sein, dass alle Übersetzerinnen oder Übersetzer gleich sind, also ganz und gar nicht. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht Schüchternheit ist, mich nicht zu fragen oder keinen Kontakt zu haben oder ob es vielleicht auch sehr professionell ist, das nicht zu tun. Das ist ja für mich auch eine neue Erfahrung jetzt mit dieser Arbeit und ja, ich finde es einfach spannend, ich finde es wirklich bereichernd und finde es auch schön, wenn man natürlich so wie jetzt auch gemeinsam irgendwie unterwegs ist. Wir sind jetzt natürlich in einer Kreuzberger Küche, also nicht so richtig unterwegs, wir wären ja eigentlich jetzt in Quebec und es wäre natürlich schön, wenn wir auch mal hinkommen. Aber dass man wirklich, also das mag ich halt sehr jetzt an der Arbeit auch mit Isabel, dass man das Gefühl hat, dass es irgendwie auf eine Art sind wir ein Team und das ist, ansonsten bin ich immer allein und ich glaube, Isabel ist natürlich auch mit der Arbeit sehr allein und es sind so einsame Berufe, wo es irgendwie schön ist, wenn man es kennt. Ja, erstmal lese ich das ganze Buch durch. Also ich habe tatsächlich versucht, einmal ein Buch zu übersetzen, ohne das vorher zu Ende gelesen zu haben und das war eine Katastrophe und ich fand das ganz, ganz schlimm. Also ich glaube, es gibt auch Literaturübersetzer, die das machen, aber das kann ich nicht. Also ich muss erst wissen, wo das hinführt, also im Gegensatz zu dir anscheinend, um das übersetzen zu können. Ich mache erstmal so eine ganz schlechte Fassung, eine ganz grobe Fassung, wo ich wirklich schnell alles übersetze, bis ich am Ziel ankomme, am Ende des Buches. Und dann fange ich nochmal an und da gehe ich ja wirklich dann sehr langsam vor und vergleiche das Deutsche mit dem Französischen, was ich habe. Das ist so eine Phase, wo sich beide Sprachen wo beide Sprachen nebeneinander liegen, erstmal. Genau. Es ist auch die Phase, wo ich dann bei der Autorin zum Beispiel frage, was heißt es, warum schreibst du das so und was meinst du damit? Oder halt andere Muttersprachler vielleicht, die mir auch helfen können. Und ja, danach kommt dann die Feinarbeit. Ne? Also da kommt nochmal eine neue Fassung und da lasse ich das deutsche Original weg, soweit wie es geht, und konzentriere nur auf die französische Sprache. Genau, und das ist halt auch so eine Phase, wo ich gerne laut vorlese, zum Beispiel, um zu hören, wie das klingt und dass es halt so in sich geschlossen ist, also dass es dann funktioniert als französisches Buch dann. J'étais à Marseille déjà quand une traductrice, une germaniste de Paris m'a contactée si ma traduction est libre si mon roman est libre pour la traduction, si elle peut le prendre et commencer de traduire. Ça veut dire au début de ce processus de traduction, c'était le contact entre elle et moi et juste l'envie de traduire de sa part. Et comme elle a su que moi je parle français, elle m'a tout de suite proposé peut-être de relire peut-être quelques chapitres si elle va les traduire. Au début, ce n'était pas du tout une idée de traduction, livre, marketing, éditeur, tout ça. C'était vraiment un processus.
Et ça a duré 1 an, je crois. Elle a traduit le livre. Et moi, c'était le plus grand plaisir que j'ai jamais eu. Parce que, ok, bien sûr, la langue française, elle est très intéressante. La traduction, elle est très intéressante. Je m'intéresse pour les traductions aussi dans mon travail académique. Mais en plus, c'était vraiment un livre très autrichienne. La langue que j'utilise, elle est un peu dialectale. Pas dialectale dans le sens provincial, mais il y a des jeux avec l'autrichien et pas l'allemand. Et en même temps, c'est un livre très... Il y a plein de jeux de mots et des choses comme ça. Et c'est parfois presque pas traduisable, parfois on trouve des solutions et tout ça, ça m'a beaucoup intéressé. Et de discuter avec la traductrice Chantal Herbert, c'était un plaisir énorme pour aussi regarder les différences entre l'autrichien, l'allemand et le français. Alors c'était un triple en fait. Je ne sais pas si c'est comme si on voit nous-mêmes habillés d'une autre façon, parce que le corps, c'est le même, les textes, c'est les mêmes, mais les vêtements peuvent changer ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'une traduction peut vraiment détruire ou peut enlever, élever et sublimer un texte, comme les vêtements. Merci beaucoup pour votre attention, merci pour l'invitation et j'espère pouvoir vous voir en vrai bientôt au Canada. Tschüss, au revoir, à bientôt. Merci beaucoup. Arrivederci.